C'est pas la première fois que vous nous signalez les dangers de l'intelligence artificielle. Si je comprends bien, là, vous dites c'est imminent, c'est-à-dire ça peut prendre une vingtaine d'années avant que ça pose un réel danger. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, ça pourrait être beaucoup plus rapide que ça. Euh, Ça pourrait être dans quelques années, là, genre 5 ans, qu'on atteindrait le niveau d'intelligence des humains. Ça pourrait être aussi une vingtaine d'années. Il y a vraiment de l'incertitude là-dessus, mais la plupart des chercheurs ont réduit leur horizon de quand est-ce qu'on s'attend à avoir des machines aussi intelligentes que nous. Puis à partir du moment où on atteint ce niveau-là, il y a vraiment des dangers au niveau de la sécurité nationale, au niveau de la protection de la démocratie. Puis même avant qu'on atteigne ce niveau-là, il y a des dangers même pour les prochaines élections américaines, par exemple, ou les prochaines élections canadiennes. Et il faut commencer à s'en occuper tout de suite. Juste qu'on situe l'enjeu, quand vous parlez de danger, c'est quoi? C'est la manipulation de l'information? C'est la production d'informations fausses? De quoi parlez-vous exactement quand il est question de sécurité nationale ou, par exemple, de processus électoral? Alors déjà, l'intelligence artificielle permet de générer des fausses images et vidéos et reproduction de quelqu'un qui parle. Ça existe déjà. Mais ça risque d'être amplifié avec le genre de système qu'on a depuis quelques mois avec ChatGPT, par exemple, qui peuvent aussi interagir au niveau du langage, qui peuvent aussi donner des informations qui sont normalement difficiles d'accès, par exemple, sur comment écrire des cyberattaques ou comment designer des pathogènes pour des armes biologiques ou comment designer des armes chimiques. Aujourd'hui, c'est déjà quelque chose d'inquiétant pour les gens qui s'occupent de sécurité nationale, puis ça risque d'être pire dans l'année ou les 5 ans qui viennent. Pour la démocratie, c'est que euh, ce qui risque d'arriver, c'est que ces systèmes-là, s'ils ne sont pas bien encadrés, peuvent être utilisés pour mettre à grande échelle le genre de désinformation qui existe déjà. Euh, Imaginez que des trolls qui sont déjà sur Internet, au lieu que ce soit des humains qui le font, que ce soit multiplié par 100 ou par 1000, parce que c'est des machines qui sont capables d'interagir avec les citoyens. Est-ce que je me trompe ou on avait l'impression que vous étiez dans le camp des optimistes à un certain moment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis là que vous basculez un peu dans le camp des pessimistes. Le déclic se fait où, comment et pourquoi? C'est cet hiver que j'ai commencé à réaliser avec ChatGPT que quand est-ce qu'on s'attend de voir des machines aussi ou plus intelligentes que nous? Tout d'un coup, c'est pas dans des décennies ou des siècles, mais c'est plutôt une question d'années, peut-être. Ça, c'est pas sûr, évidemment. Mais à la vitesse à laquelle les choses bougent, c'est tout à fait envisageable. Et ça change complètement la donne. Yann LeCun, que vous connaissez, n'est-ce pas? Il a gagné un prix avec vous en 2018, le prix Turing. Donc, dit, mais en même temps, c'est des humains qui contrôlent la machine. La machine ne va pas nous contrôler. On ne peut pas présumer que la machine, si elle est intelligente ou l'intelligence artificielle, va avoir les mêmes défauts que l'homme, c'est-à-dire de vouloir déstabiliser des sociétés, par exemple. Vous répondez quoi à ça, à ces arguments, à ces contre-arguments? En fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui et de débats en public aussi. Premièrement, les systèmes d'aujourd'hui sont entraînés à imiter les humains. Donc déjà, ça part mal. Deuxièmement, il y a depuis une dizaine d'années pas mal de recherches en informatique qui montrent que à partir du moment où on donnerait à la machine un but d'autopréservation, on perdrait le contrôle sur cette machine-là. Vu qu'elle veut se préserver, elle ne voudra pas qu'on l'éteigne, par exemple. Donc là, il y a un conflit qui commence. Et puis, en plus, il y a des analyses qui montrent que ce besoin d'autopréservation, on n'aurait même pas besoin de le programmer, ce qui serait relativement facile une fois qu'on a une machine très intelligente. Il pourrait émerger tout seul à partir d'autres buts qu'on donnerait à la machine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis on ne sait même pas comment s'assurer aujourd'hui que les systèmes des prochaines années soient vraiment toujours sous notre contrôle. On a besoin de faire beaucoup plus de recherches sur le côté sécurité, protection du public, alors qu'aujourd'hui, 99,9% de l'argent qui est investi, c'est pour rendre ces systèmes-là plus puissants, ce qui peut être très, très bénéfique, mais aussi très dangereux. Mais donc, c'est un Frankenstein que vous avez créé? Ben vous, je dis vous, là, mais les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, c'est un Frankenstein qui a été créé? Oui,
Je pense que les chercheurs comme moi qui sont pas dans l'industrie, on s'imaginait pas que ça allait aller aussi vite. Mais c'est sûr que en rétrospective, mettons, il y a 10 ans, j'aurais peut-être travaillé beaucoup plus sur le côté sécurité que je l'ai fait. Sans doute parce que j'étais vraiment centré sur ce que l'IA peut apporter de bénéfique et aussi l'idée que de toute façon, c'était très, très loin et qu'entre-temps, il y aurait des choses très, très positives pour la Mhm. société, en santé, environnement, éducation, productivité des entreprises, tout ça. Alors, il est peut-être pas trop tard, c'est un peu ce que vous dites aussi, mais c'est le temps d'agir, c'est-à-dire que le temps commence à presser. C'est le temps d'agir. Qu'est-ce Oui. que, je présume, ce sont les gouvernements que vous interpellez, parce que là, vous étiez devant des sénateurs aujourd'hui, donc des législateurs. Qu'est-ce que vous leur demandez au gouvernement sur ce front? Alors, je leur demande, premièrement, de travailler très, très rapidement à la mise en place de législation pour réglementer l'IA, pour encadrer son utilisation, pour que ce ne soit pas un free-for-all. Aujourd'hui, c'est euh, complètement libre. Et il faut que ça se fasse de manière coordonnée avec les autres pays. Il faut que ça se fasse au niveau national et au niveau international. Deuxièmement, je leur dis qu'il faut investir en recherche pour comment on fait pour protéger le public, comment on fait pour que ces systèmes-là, on n'en perde pas le contrôle, comment on fait pour éviter que ces systèmes-là discriminent. Bon, il y a beaucoup de recherches à faire pour nous donner les bonnes règles de gouvernance autour de ces systèmes qui vont arriver de toute façon parce qu'il y a tellement de milliards qui sont investis par l'industrie aujourd'hui Mhm. que ça s'accélère. Puis, troisièmement, je leur dis qu'il faut aussi faire de la recherche pour, au cas où la réglementation ne marche pas, il y a des enjeux de sécurité nationale. Comment est-ce qu'on va faire au cas où, dans un autre pays sur lequel on n'a pas de contrôle, ou une organisation terroriste ou quelque chose comme ça, qui met la main sur ces systèmes-là, qui rend, disons, plus facile l'utilisation, la mise au point d'armes dangereuses, mettons par exemple biologiques, comment on fait pour se prémunir de ça d'un point de vue technologique, d'un point de vue réglementaire, etc. Mhm. Et est-ce qu'ils vous écoutent? Oui, alors j'étais vraiment impressionné par en tout cas, les sénateurs qui dirigent cette commission. Ils ont lu mon rapport écrit. Ils ont vraiment compris, apparemment, si je me fie à ce dialogue-là, l'importance et l'urgence d'agir. Donc, j'ai l'impression, puis j'ai parlé aussi avec des gens à la Maison-Blanche, donc j'ai l'impression que vraiment le gouvernement américain est en train de bouger. Puis j'aimerais aussi ça que notre gouvernement Mhm. canadien réalise l'importance de s'occuper de ces enjeux. Le message est fait ce soir, M. Benjo. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous.